Bonjour Sylvie Giano, vous êtes présidente directrice générale de Dalkia. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Giuseppe Fossati, vous êtes vice-maire d'Imperia, une ville pas très éloignée de Nice. Grazie a voi. Merci d'être avec nous. On l'a vu tout au long de la journée, on a parlé de beaucoup de solutions, puisque c'est le cœur du sujet de la conférence des Nations Unies en juin prochain. Des solutions, il y en a qui existent déjà, qui sont déjà mises en place. On parle beaucoup de géothermie, on parle beaucoup de thalassothermie. Ce sont des solutions on a estimées innovantes, mais c'est vrai que on s'est rendu compte aussi du pouvoir énergétique de l'eau, hein, puisque c'est le sujet qui nous rassemble sur cette table ronde. Le pouvoir énergétique de l'eau, Sylvie Giano, c'est comment est-ce qu'on travaille à ces projets? Finalement, on utilise une ressource naturelle, une ressource qu'on a toujours eue à côté de nous, et on en fait quelque chose d'innovant. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Oui, peut-être juste quelques mots sur Dalkia pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. C'est la filiale des services énergétiques du groupe EDF. On est 21 000 personnes en France et à l'international. Et on a dans notre ADN cette lutte contre le changement climatique qu'on appelle tous de nos voeux. Et c'est vrai qu'on a tous envie que cet océan aille mieux, hein, ce CO2 qui se stocke dans l'océan, qui acidifie, qui détruit les coquillages. Et en même temps, on va le voir, l'océan est aussi un petit peu partie de la solution. Alors, pour lutter contre le changement climatique, c'est deux choses, c'est très facile. C'est un, on consomme moins, parce que quand on ne consomme pas, on n'émet pas de CO2. Et deux, on consomme bas carbone. Et on va aller chasser les énergies fossiles qui sont fortement émettrices de CO2. Alors, un exemple pour venir, effectivement, l'océan qu'il nous faut soigner est aussi partie de la solution. Et on utilise non pas la thalassothérapie dont on a parlé il y a quelques minutes, mais la thalassothermie. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher les calories de la mer. On fait ça, il se trouve que j'étais il y a 2 jours à la Grande Motte pour visiter une installation. On va chercher de l'eau de mer sous un bateau, d'ailleurs on voit rien. On pompe de l'eau de mer et on va utiliser dans une installation avec des échangeurs puis des pompes à chaleur, on va utiliser ces calories-là pour aller chasser sur une trentaine de bâtiments de la Grande Motte, c'est-à-dire qu'on va décarboner massivement ce territoire en enlevant les chaudières gaz de ces bâtiments et on va apporter une chaleur et du rafraîchissement. Voilà, on va bientôt inaugurer ce projet en courant 2025 et on rejette, alors cette eau de mer est rejetée sans aucun impact sur l'environnement. C'est très important ce qui se passe là, hein. Ça vous montre qu'on sait décarboner assez facilement et finalement on utilise ces calories de la mer et puis on utilise une autre énergie pour faire tout ça qui est de l'électricité. Et l'électricité, vous le savez, en France elle est très bas carbone, à 95% non émettrice de CO2. Donc c'est une démarche d'électrification en utilisant ces calories de la mer. Giuseppe Fossati, peut-être sur ce sujet, quand on est Ah, non funziona. Sì? Vediamo, proviamo. Sur ces solutions qui sont finalement, j'avais envie de dire peut-être Silviano presque naturelles, hein, vous l'avez dit, c'est facile, mais c'est presque naturel d'aller chercher de l'eau et d'utiliser des calories, c'est finalement presque un phénomène naturel. Ces solutions, est-ce que la ville d'Imperia les regarde par exemple? Est-ce qu'il y a des autres solutions innovantes que vous auriez déjà mis en place? Bon, alors la traduction ne fonctionne pas, donc on va... Je vais essayer de vous traduire tout ça en italien. Tutte queste soluzioni che esistono, quello che abbiamo parlato adesso, a Imperia le provate anche? Ma come si diceva prima, l'energia degli oceani, del mare in generale, è un'energia enorme, che ha delle grandissime potenzialità, diceva prima il relatore che è intervenuto. Alors, attendez, est-ce que tout le monde a la traduction ou je traduis aussi l'italien? Donc l'océan a de grandes possibilités, de grandes potentialités. Je traduisais... Allez-y. Posso? Sì. Dicevamo, l'energia degli oceani potenzialmente è sufficiente a soddisfare più del fabbisogno dell'economia mondiale. Qualcuno dice addirittura 3 volte superiore al fabbisogno dell'economia mondiale. Il problema è un problema tecnico di riuscire a immagazzinare questa energia, a gestire questa energia, che essenzialmente deriva sia dall'aspetto anche termico, ma dal moto ondoso, dalle maree, dalle correnti.
Ci sono degli esperimenti, ci sono delle realtà dove viene già fatto, anche in Italia viene fatto, a Pantelleria è stato fatto recentemente un impianto che produce energia proprio dal moto ondoso, però c'è in Scozia delle realtà molto importanti, uno studio molto importante e un'attuazione che è stata fatta che produce moltissima energia, però il tema è renderlo economicamente sostenibile. Sì, certo. Il tema essenzialmente è quello, perché l'energia c'è, è tanta, è costante, è quello il dato importante dell'energia dell'oceano, che è costante e prevedibile, a differenza dell'energia solare e dell'energia, ad esempio, dell'eolico, che è variabile. Invece l'energia degli oceani è costante e quindi poterla utilizzare può dare delle garanzie di utilizzo funzionale alle esigenze del nostro mondo occidentale così industrializzato e che così ha bisogno di energia. Il tema è renderlo economicamente sostenibile, al momento non lo è, ci vuole la ricerca, ci vuole le grandi aziende che investano su questo tema e che riescano a elaborare delle tecnologie che consentano di portare poi a dei costi accettabili. Se lei permettre, pose una demande à la signora. Ce que dit Giuseppe Fossetti, c'est que certaines technologies existent, mais venant de l'océan, elles coûtent de l'argent, alors que quand on a de l'énergie solaire, c'est gratuit. Donc en fait, on se pose la question aussi d'une certaine sustainabilité économique, en tout cas du fait qu'il y a des solutions qui existent mais qui peuvent coûter de l'argent. Et qu'il faut le rôle des grandes entreprises notamment pour aider ces solutions à devenir économiquement soutenables. Alors oui, alors, effectivement, il faut de l'argent. Je crois que ça a été très 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 bien dit dans l'interview juste avant. La transition énergétique coûte. Il faut trouver les modèles économiques qui petit à petit vont être les plus rentables possibles, y compris peut-être en intégrant un prix du CO2. C'est vrai qu'on est accompagné par des politiques publiques, mais c'est vrai aussi sur le solaire. Des panneaux photovoltaïques, ça coûte de l'argent également. Et les solutions, il y en a. Je voudrais revenir justement à ce cycle de l'eau pour vous illustrer les solutions. On a parlé de l'océan, qui est une source magnifique de calories, et en particulier dans la Méditerranée. Alors la Méditerranée, c'est assez facile de faire de la thalassothermie parce qu'il n'y a pas de grande marée. La marée, elle va être plutôt utilisée, on a parlé de la marée motrice tout à l'heure pour faire de l'électricité. Et donc à chaque territoire, c'est logique. Ici à Nice, par exemple, là encore on va inaugurer prochainement un réseau qui va chercher les calories des eaux usées. Il y a une station d'épuration qui s'appelle Aliotis. On va chercher les calories des eaux usées et même mécanisme, on fait des échanges de calories, des réseaux de chaleur, des pompes à chaleur et on est capable de faire du chauffage et du rafraîchissement. C'est très important ces sujets de chauffage et de rafraîchissement. Quand on regarde la consommation énergétique de tout le pays, la moitié de la consommation énergétique est consacrée à produire de la chaleur. La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la chaleur industrielle. Et quand on regarde comment c'est produit aujourd'hui, c'est 2/3 d'énergie fossile. Donc s'intéresser à tout ce que peut nous apporter le cycle de l'eau, vous imaginez quelle énergie renouvelable. C'est à la fois de l'énergie renouvelable et de l'énergie de récupération. Quand je récupère la chaleur des eaux usées, c'est de l'énergie de récupération. Et d'ailleurs, l'Europe a décrit une directive qui incite à faire ça pour aller chercher ces calories toutes faites. On peut aller chercher des calories, on va chercher des calories des eaux d'Exor du Rhône à Lyon pour aller faire un réseau d'eau glacée et climatiser des bâtiments tertiaires. Donc tous ces exemples-là sont autant d'exemples qui fait que l'eau fait aussi partie des solutions. Ça sous-entend qu'on ait aussi des positions extrêmement responsables dans la gestion de l'eau, parce que quand on fait des réseaux de chaleur, il y a de l'eau à l'intérieur et donc on fait évidemment attention au fait qu'il n'y ait pas de fuite d'eau et qu'on gère l'eau aussi de façon très sobre parce qu'elle est précieuse. Ce que disait Giuseppe Fossetti, senti quello che dice? Sì, ok. Il y a aussi le rôle de la recherche, ce qu'il disait précédemment. Sur la recherche, qu'est-ce qui est à la fois le rôle de chacun, on va dire le rôle d'une collectivité, c'est parfois, on parle beaucoup de transfert de technologie, on l'a entendu déjà tout à l'heure dans les différentes tables rondes, il était idée de mettre tout le monde autour de la table. Est-ce que le rôle de chacun, pour faire que la recherche ne reste pas dans un laboratoire, mais devienne une solution qui soit prise en main par le citoyen et puis par tout le monde? Peut-être Giuseppe Fossetti, sur le rôle de la recherche. Non, je crois que ça fonctionne. Io? Sì.
Sì, ma sicuramente la ricerca è fondamentale e la ricerca è fondamentale per una terra di confine come siamo noi, che la ricerca sia condivisa e tutti i paesi e le zone interessate collaborino. Noi, dicevo, siamo una terra di confine, la mia città è il capoluogo di provincia, a diretto confine con la Francia, ci sono delle forti relazioni con la città di Nizza, col Dipartimento delle Alpi Marittime, col sindaco e presidente Estrosi, con l'Università di Nizza, con l'Università di Genova, quindi la ricerca è senz'altro il futuro. Siamo in Europa, dobbiamo collaborare e dobbiamo ragionare non più come singoli paesi ma come territori transfrontalieri, cioè, nel nostro caso la collaborazione transfrontaliera è fondamentale, ci sono moltissime relazioni anche a livello di ricerca, di studi e di collaborazione universitaria oltre che economica tra la provincia di Imperia, il Dipartimento di Nizza e la provincia di Cuneo, quindi tutta quella zona che ha anche delle radici storiche molto forti di legami, si può lavorare bene insieme, bisogna lavorare insieme, bisogna ragionare veramente come europei e magari un po' meno come italiani o come francesi, ma un po' più come europei. Au-delà de la recherche, je crois qu'on pose la question de l'innovation. L'innovation va être absolument essentielle pour aller aussi chercher à la fois des modèles économiques, à la fois des solutions nouvelles, et aussi parce que moi j'ai en tête que cette transition énergétique doit être l'opportunité de créer de la souveraineté économique et donc une opportunité de réindustrialiser aussi et de créer de l'emploi en France. Je vais vous citer un exemple d'une start-up pour revenir à cette énergie de la mer. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil à la tribune, puisque j'ai remis lors le prix For the Future, et dernièrement un prix à une petite start-up qui travaille sur ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Oui, alors, c'est quoi l'énergie osmotique? C'est l'énergie qui est dégagée quand on mélange de l'eau salée et de l'eau douce. Et donc, ils sont en train de travailler sur des membranes pour aller récupérer cette chaleur. Vous imaginez bien dans les estuaires, quand il y a un fleuve qui se jette dans la mer, il y a de l'énergie osmotique. On est encore au stade R&D. On a très envie, évidemment, que ces sujets-là émergent. Plus simplement, je vous ai parlé de pompes à chaleur. Vous avez évoqué la géothermie. Oui. On avait en tête que la géothermie, c'était aller chercher des calories assez profondément, sous terre, en particulier en région Île-de-France, à plus de 1000 mètres sous terre, on a de l'eau assez chaude, entre 70 et 90 degrés, on va chercher les calories. On sait maintenant qu'il y a plein de systèmes de géothermie qui vont se développer avec des logiques de moins grande profondeur, ce qu'on appelle de la géothermie de surface. Et on va travailler avec des pompes à chaleur dites OO, on va dans les nappes phréatiques, on va chercher de l'eau en sous-sol. Là, on a besoin de développer ces technologies-là et de créer une filière industrielle, et j'ai envie de dire en France, en Europe, pour créer de l'emploi, créer une dynamique aussi de souveraineté autour de ces métiers-là, autour de ces matériels-là qui utilisent l'eau, les calories de l'eau, fondamentalement, pour aller chasser le CO2 et les énergies fossiles. Giuseppe Fossati, si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Sylvie Giano, c'est plus le sujet de l'innovation que le sujet strict de la recherche. Sì, mi ricollego a quello che diceva la dottoressa. La sfida ambientale, la sfida energetica delle nuove fonti di energia è una sfida economica, che è una sfida che può dare anche un grande ritorno economico, un grande ritorno occupazionale, industriale, occupazionale. La ricerca non è mai fine a se stessa, la ricerca è funzionale a migliorare la vita dei cittadini e a dare benessere, a creare le condizioni di benessere, a creare sviluppo. Quindi il tema di questo tipo di ricerca di queste nuove energie, per meglio dire delle tecnologie per sfruttare queste energie che ci sono sempre state, non è che siano nuove, sono energie che sono insite nella natura, nel nostro mondo, dobbiamo cercare solo di trovare il modo di poterle utilizzare e renderle fruibili. È una grande sfida per il futuro, è anche una grande sfida di sviluppo e di economia. Le grandi aziende investono moltissimo, i governi investono moltissimo, l'Europa investe moltissimo, ma giustamente, cioè la politica della Comunità Europea volta a favorire questo tipo di politica, questo tipo di ricerca, è una sfida corretta, perché dobbiamo andare necessariamente verso una decarbonizzazione, perché voglio dire, il cambiamento climatico è un dato di fatto.
Che poi sia generato dall'uomo o sia un ciclo, come qualcuno sostiene, ciclo storico e naturale, non lo so. Sicuramente l'attività dell'uomo l'ha accelerato, quindi la decarbonizzazione è una cosa che assolutamente va ricercata. Quindi queste energie naturali, queste energie pulite sono da perseguire anche per motivi economici, perché possono essere anche una grande sfida economica, una grande sfida di sviluppo e di benessere per tutti, al di là dell'aspetto ambientale che sicuramente è fondamentale. On parle du coût aussi de certaines énergies, effectivement. On a parlé d'acceptabilité. Finalement, l'acceptabilité, il y a l'acceptabilité de la population aussi sur certaines solutions. Hein. Quand vous arrivez avec une solution innovante, il faut aussi presque montrer patte blanche et dire oui, c'est une bonne solution. Et puis, il y a aussi le coût financier. On évoquait ce matin, et Rémi Parmentier, ce matin en introduction, disait que avant de dire il faut beaucoup plus d'argent pour réaliser la transition énergétique ou pour en tout cas s'occuper de l'océan, il faut aussi parfois peut-être réorienter certaines dépenses qui sont allouées à des solutions qui aujourd'hui abîment le climat et plutôt les réorienter vers l'océan. Est-ce que vous partagez aussi, est-ce que ça veut dire que c'est aussi un levier pour permettre d'implémenter des solutions plus rapidement? Alors, moi, il y a un critère que j'aime bien regarder pour hiérarchiser et prioriser les solutions, c'est le coût de la tonne de CO2 évitée. Et il se trouve que quand on fait des réseaux de chaleur et de froid, on est dans les solutions les plus économiquement rentables. Ce coût de la tonne de CO2 évité, il est géré par ce qu'on appelle le fonds chaleur aujourd'hui en France de l'ADEME. D'ailleurs, on appelle évidemment de nos voeux que ce fonds chaleur ait un budget plutôt en hausse qu'en baisse. Le message est passé, petit clin d'œil du moment. Mais il se trouve que les analyses démontrent que le fonds chaleur aujourd'hui finance des solutions, en particulier à travers les réseaux de chaleur, des solutions qui présentent un coût de la tonne de CO2 évité, enfin le moins cher possible, un des moins chers. Vous êtes d'accord avec cette approche de calculer plutôt en fonction du CO2 évité plutôt que du CO2 dépensé? Sì, beh, sicuramente è un criterio che è corretto adottare nelle valutazioni delle politiche economiche e ambientali e energetiche. Vorrei aggiungere un dato che oltre alla ricerca, oltre all'impegno delle grandi aziende, dei governi, della comunità europea, è importante anche l'impegno dei cittadini, perché senza la collaborazione dei cittadini si va poco lontano. I cittadini devono fare anche un cambio di mentalità e quindi rendersi conto che magari può essere ambientalmente corretto sostenere magari anche nel breve termine dei costi maggiori per avere un beneficio futuro non solo ambientale ma anche economico. Questo è un passaggio culturale non facile, in Italia non facile, non so in Francia, non conosco bene la realtà francese, in Italia non facile perché il cittadino molto spesso pensa al suo portafoglio e pensa se quell'energia che mi viene fornita costa di più o costa di meno, quello è il criterio principale. Però se ci deve lavorare, quello è il compito anche della politica. Io oggi qua rivesto un ruolo politico e credo che la politica abbia anche questo ruolo di stimolare la crescita culturale dei cittadini per portarli a accettare anche politiche che magari nel breve termine possono essere anche onerose o più costose rispetto ad altre politiche ambientali. Però io credo che quella sia la strada e poi a lungo termine o a medio termine è una strada che porta anche delle ricadute economiche, quindi anche dei vantaggi per tutti, anche in ultima analisi anche per i cittadini. Parce que Giuseppe Fossetti, c'est intéressant, Silviano, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On parle du fait d'entraîner les citoyens, que les citoyens doivent avoir, on parle de cette fameuse acceptabilité. Sur l'acceptabilité, quand vous menez un projet avec une commune, vous en avez cité tout à l'heure, finalement vous êtes aussi, j'allais dire, co-responsable, en tout cas vous êtes main dans la main pour accepter, enfin montrer aux citoyens qu'ils doivent accepter cette situation, pour expliquer aussi parfois, pour être dans la pédagogie et du coup pour aller peut-être plus vite, ce que soulignait Giuseppe Fossetti à l'instant.
Ce sujet de la pédagogie, il est majeur. Il est majeur pour expliquer ce qui se passe, parce que ce sont des solutions technologiques, c'est pas toujours simple. Alors on le fait, pas toujours simple à comprendre. On le fait à plusieurs étapes de nos projets. On le fait en amont avec des enquêtes des enquêtes publiques qui ouvrent les portes aux citoyens, qui ouvrent à l'échange. On le fait aussi avec, par exemple, des techniques de financement participatif. Le financement participatif, c'est évidemment une façon d'apporter un taux d'intérêt peut-être très intéressant à des gens qui vont mettre une part d'investissement dans un projet. Au-delà de ça, moi, ce que je constate, c'est que ces financements participatifs sont une excellente manière d'aller expliquer le projet. On implique quelqu'un, on met un peu d'argent et on explique, et ça sensibilise beaucoup. Il y a une autre étape aussi qui est importante dans la pédagogie, c'est lorsqu'on fait des travaux. On travaille aussi sur le réseau de chaleur à Nice, on ouvre quelques trottoirs, c'est l'occasion d'expliquer, parce que sinon on vit mal les choses. Et quand on les comprend, on peut en tirer de la fierté. Je voudrais ajouter quelque chose sur ces sujets de pédagogie, sur un sujet qui m'est cher, sur ces projets qui vont se multiplier, ces projets de la transition énergétique, les pompes à chaleur, l'utilisation de l'eau, de l'océan, l'électrification, etc., etc. On a besoin de compétences. On a besoin d'expliquer aussi aux jeunes. On a besoin d'expliquer évidemment aux citoyens de la ville, mais on a besoin d'expliquer aux jeunes à partir de l'école primaire et du collège qu'il y a des métiers formidables de la transition énergétique. Vous souhaitez la lutte contre le changement climatique, alors investissez-vous dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, je remercie, ce genre d'événement est important aussi pour que si les jeunes regardent, c'est quoi les métiers de la transition énergétique? C'est pas toujours... ça ne dit pas forcément les choses, du génie climatique, du génie électrique. Je suis frigoriste, il faut des compétences de frigoriste pour travailler sur les pompes à chaleur. Vous voyez, c'est pas toujours évident, c'est des genres de frigo à l'envers. Et aujourd'hui, j'ai un peu du mal à recruter chez Dalkia. Il y a des tensions sur ces métiers-là, c'est dommage. Et si on ne réussit pas, ce sujet des compétences, ça peut être un vrai frein demain pour faire la transition énergétique. Donc j'appelle vraiment, on a tous un rôle à jouer dans cette pédagogie, donner envie de rejoindre ces métiers-là, du bac pro, enfin ça va du CAP, bac pro, évidemment au diplôme d'ingénieur. Donc rejoignez ces métiers techniques, faites des maths, faites de la physique, et petit clin d'œil aux jeunes filles qui sont encore moins motivées. J'allais vous le dire, faites des maths, entre les maths et amener les jeunes filles à ces métiers-là. Exactement. Il y a encore, Giuseppe Fossetti, est-ce que c'est la même chose en Italie? Vous êtes aussi confronté à ce manque de talent et à ce besoin d'inciter les jeunes à venir sur les métiers de la transition? Sì, è lo stesso in Italia, è lo stesso in Italia. Vous pouvez faire quelque chose pour les inciter à venir? Sì, sicuramente sì. È un tema molto importante che è assolutamente trasversale in tutti i paesi occidentali, in particolare europei. La parte educativa e la parte di sensibilizzare i giovani a indirizzarsi verso questo tipo di studi e poi verso questo tipo di attività è fondamentale, proprio per far capire che è il futuro. I giovani devono guardare al futuro e questo è il futuro. Cioè, queste sono le professioni di domani. E quindi è importante che lo capiscano, che vengano sensibilizzati. È compito, appunto, dicevo prima, della politica, dei divulgatori, delle grandi aziende, contribuire a veicolare questo messaggio che è importante che arrivi quanto prima. Parce que c'est vrai, le pouvoir énergétique de l'eau peut être là, mais il faut des talents pour pouvoir le mettre en musique. Peut-être dernière question, Sylvie Giano. Est-ce qu'il y a d'autres solutions bientôt qui pourraient devenir des solutions qui vont être qu'on va voir dans nos villes? Est-ce que vous continuez à travailler sur d'autres solutions, à regarder peut-être aussi les startups? Vous en aviez évoqué une tout à l'heure. Il y a plein de solutions qui arrivent. J'ai parlé beaucoup de ces logiques de géothermie, de pompe à chaleur. On vient d'innover chez Dalkia avec une pompe à chaleur très haute température dans l'industrie. On est moins sur ces sujets d'eau, mais c'est des innovations absolument majeures. Il va y avoir aussi beaucoup d'innovations sur ces récupérations de calories. Je vous ai parlé de récupération de calories dans l'eau. Et ça, c'est facile parce que l'eau, on en a beaucoup autour de nous. Mais il y aura de la récupération de chaleur un peu partout.
prenons un exemple des data centers d'ailleurs. Il y a un gros data center à Marseille que nous refroidissons avec une rivière, de l'eau qui coule. C'est une petite rivière qui coule de la mine de Gardanne et qu'on arrive à récupérer pour aller refroidir un data center. Sur un data center, il y a aussi plein de chaleur à récupérer qu'on peut réinjecter, réutiliser. Ça aussi, c'est des pistes très, très importantes. Donc les solutions, il y en a plein. Il y a beaucoup, les technologies existent. Donc allons-y, encourageons ces projets de la transition énergétique. Giuseppe Fossati, peut-être le mot de la fin aussi sur les technologies. Quand on est une collectivité, on regarde aussi ce que font les grandes entreprises pour apporter aussi peut-être des solutions. Dire moi j'ai besoin de ça, est-ce que ça peut fonctionner aussi peut-être à l'envers, pas toujours l'entreprise qui arrive avec la solution, mais peut-être la collectivité qui va demander une solution aux grands groupes. Le comunità sempre più si rivolgono ai grandi gruppi perché hanno le competenze per suggerire anche le politiche da attuare. Parlo nello specifico della nostra città. La nostra città, ad esempio, ha fatto una convenzione con un grande gruppo energetico italiano, non facciamo il nome perché è un concorrente, però ve lo potete immaginare, per creare un sistema di alimentazione del nostro porto commerciale, un porto turistico, che è un grande porto turistico di 1200 posti barca, viene completamente alimentato da energia pulita, energia solare nello specifico, ma non solo. Verrà fatto da questo gruppo un grande parco dove verranno realizzato, abbiamo deciso di chiamarlo il Parco dell'Energia, dove verranno presentate, oltre ovviamente il solare, ma anche l'eolico, altre tipologie, anche l'idraulico, perché ci saranno delle turbine che produrranno energia attraverso l'acqua, per andare a dimostrare quali sono le nuove tecnologie. Sarà un grande manifesto delle nuove tecnologie ed è fondamentale la collaborazione con i grandi gruppi, perché le amministrazioni locali hanno delle risorse, ma ovviamente questo tipo di interventi sono interventi anche molto onerosi, quindi le comunità hanno interesse a realizzarlo, le grandi aziende magari hanno interesse a pubblicizzare le loro tecnologie, quello che stanno facendo, e avere anche un ritorno economico, perché vi dicevo, questo grande parco fotovoltaico che verrà realizzato produrrà anche molta energia che viene ovviamente poi rivenduta, oltre ad alimentare il porto turistico. Quindi senz'altro ci deve essere collaborazione con le aziende. Dicevamo prima, il futuro è quello, bisogna lavorare in quella direzione, chi ha le competenze le mette a disposizione e chi ha il compito di veicolare questo messaggio raccolga queste competenze per veicolarlo nel modo corretto ai propri concittadini. Merci à tous les deux. On retient que le pouvoir énergétique de l'eau ne sera possible que si tout le monde collabore, les grandes entreprises, les collectivités, les citoyens, les startups. Merci à tous les deux pour cet éclairage.